Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Bienvenue donc à ce webinaire qui s'intitule Comment créer un atelier de distillation de PAM, donc de plantes aromatiques et à parfum et médicinales. Donc moi, je voudrais remercier déjà les intervenants et les intervenantes d'être présents. Merci à Marion et Romain, producteurs de PAM sur la ferme aromatique du Larzac. Merci à Jefferson d'être là aussi, producteur de PAM sur la ferme du Bien-être. Didier Vallée ne peut pas être présent avec nous, voilà, pour des soucis de santé. Et voilà, donc je remercie aussi tous les participants et les participantes d'être présents aujourd'hui. Moi, je m'appelle Romain, donc je travaille au pôle formation de Ferme d'Avenir. Peut-être je vous propose de dire quelques mots d'abord en guise de préambule sur Ferme d'Avenir pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Ferme d'Avenir, pardon, c'est une association qui soutient le développement de l'agroécologie depuis 2013. Sa mission principale, c'est de rendre viables les modèles agroécologiques et surtout désirables pour qu'ils puissent se diffuser un peu partout en France. L'idée, c'est vraiment d'infuser de nouveaux imaginaires et puis à travers eux, d'accélérer la transition agricole. Donc pour y arriver, on travaille autour de 5 pôles dans l'équipe, 5 pôles qui travaillent qui agissent de manière transversale. On a un premier pôle dit de sensibilisation où donc on essaye de faire rayonner tous les modèles viables agroécologiques. On documente les pratiques innovantes agroécologiques. On a en libre accès des podcasts, des vidéos, des articles. On utilise aussi un outil pédagogique qui s'appelle la fleur de l'agroécologie et qui permet de mettre en lumière les fermes triplement performantes. Donc triplement performantes, on entend au niveau économique, social et écologique, environnemental. Euh, Quand vous allez sur notre site, par exemple, vous pouvez accéder à une carte de la France avec plus de 450 fermes qui sont référencées. Et quand vous cliquez sur une des fermes, sur une région spécifique, vous accédez à son portrait et à sa fleur de l'agroécologie pour voir l'approche agroécologique qui a été mise en place. Donc l'idée vraiment dans ce pôle, c'est d'inspirer et de fédérer autour de ces pratiques. On a ensuite un deuxième pôle formation qui forme la nouvelle génération d'agricultrices et d'agriculteurs en leur transmettant les clés de viabilité des fermes agroécologiques. Très rapidement, on a deux niveaux au niveau du pôle formation, des formations courtes qui durent quelques jours et puis une formation plus longue qui s'appelle le compagnonnage et puis qui est vraiment une formation itinérante en immersion de 7 mois et qui permet d'aller plus loin dans la pratique. Le compagnonnage aujourd'hui se décline pour l'instant au niveau maraîchage et au niveau PAM. On a ensuite un troisième pôle dit de conseil qui donne des méthodes pour concrétiser les projets agroécologiques. Il y a vraiment un accompagnement de A à Z auprès des collectivités, auprès des entreprises, mais aussi des porteurs de projets. On a aussi un pôle agroforesterie qui accompagne et finance l'agroforesterie. Et puis un dernier pôle financement qui soutient les projets agroécologiques grâce au financement participatif. On utilise pour ça notre plateforme de financement participatif qui s'appelle Bluebees. Voilà un peu pour introduire Ferme d'Avenir. Peut-être juste avant de démarrer ce webinaire et de demander aux intervenantes et aux intervenants de se présenter si vous le voulez bien, je fais juste un petit point sur les questions. Il va y avoir un temps questions-réponses à la fin d'une quinzaine de minutes. On va essayer de respecter le timing. Je vous invite vraiment à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire et puis on va prendre ce temps-là à la fin. On va y répondre. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, dans tous les cas, on vous enverra un email avec le lien replay du webinaire. Et dans cet email, on mettra les réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Voilà. Eh ben, peut-être Marion, Romain, si vous voulez démarrer, juste vous présenter euh, Marion peut-être ou Je- Romain, je vois que Romain. ouais, je représente Marion et Romain. Là, on a beaucoup de choses à faire en ce moment et Marion vient de repartir, mais vous allez la voir tout à l'heure, je pense. Euh, Vous m'entendez bien, c'est bon? Super, très bien. Ok, Oui. super. Bon, donc du coup, euh, donc Marion, Romain, c'est vrai, on est deux associés donc sur la ferme des Hommes. Alors je dis ferme des Hommes, on s'appelle aussi Aromatique du Larzac. Voilà, c'est la ferme des Hommes, elle est basée dans le sud Aveyron, on est sur le plateau du Larzac. Nous, on a repris la ferme il y a maintenant une dizaine d'années. Et donc, pour vous présenter de manière assez succincte ce qui se fait sur la ferme, donc on est spécialisé en production de plantes aromatiques. On a à peu près aujourd'hui 4 hectares sur la ferme en culture.
Et on a une activité principale de transformation de ces plantes en liqueurs et spiritueux et en toute une gamme d'herboristerie. Donc tisane, produits condimentaires à base de plantes sèches, etc. Et depuis maintenant 5 ans, on a monté un atelier distillation plutôt orienté huile essentielle et hydrolat. Donc, qui est un peu une activité complémentaire et à la marge au début, et puis en fait qui a pris un peu d'ampleur là, les dernières années, qui est un peu une activité complémentaire. J'y reviendrai, je pense, je vous expliquerai un peu pourquoi sur notre structure. Donc en fait, on a intégré, pour que vous compreniez un petit peu le cadre, en fait, on a toujours distillé des huiles essentielles, nous, parce que dans le cadre de nos transformations, donc comme je disais tout à l'heure, les produits principaux qu'on fait, ça va être des liqueurs. On a notamment un produit phare sur la ferme, c'est le pastis. Et on a toujours distillé du fenouil pour faire ce pastis sous forme d'huile essentielle qu'on incorpore après dans les liqueurs. Et nous, on n'était pas équipés sur la ferme pour faire ces huiles essentielles. Donc, c'est quelque chose qu'on faisait à façon chez un distillateur proche. Et en discutant avec lui, on a eu l'idée de monter un groupement de producteurs, d'une dizaine de producteurs dans notre secteur, pour mettre des moyens en commun pour commercialiser des huiles essentielles et pour les produire ensemble. Voilà. Donc en fait, voilà, pour vous présenter un petit peu le contexte sur la ferme des Hommes, nous, l'activité distillation d'huile essentielle, c'est une activité complémentaire qui est faite au sein d'un groupe qui est monté sous forme de GIE, groupement d'intérêt économique. Initialement, plutôt dans l'idée de trouver des filières, des nouveaux marchés de vente de ces huiles. Alors en vrac pour pas mal des producteurs qui sont dans le groupe. On est une dizaine aujourd'hui. Mais en fait, a rapidement émergé la volonté parce qu'il y avait des petits producteurs dont on faisait partie dans le groupe, de développer une activité de distillation d'huile essentielle pour faire de la vente directe et donc en flaconner ces produits et donc de créer une marque. Donc aujourd'hui, on a créé une marque qui s'appelle Herborescence et on commercialise des huiles à travers des huiles et des hydrolats à travers cette marque-là. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Après, je reviendrai peut-être plus tard sur en quoi, pour nous, c'est une activité complémentaire et comment ça s'intègre en fait dans le reste de l'activité. Super, merci Romain. Jefferson, je te laisse te présenter. Oui. Ok. Moi, c'est Jeff, un associé de la ferme du bien-être. Depuis 2019, je me suis installé en reprenant les parts sociales d'un fondateur. Donc, la ferme, elle existe depuis 2014 et elle a fêté ses 20 ans l'année dernière. Sinon, nous, l'atelier distillation est plutôt un atelier assez important au niveau de la ferme. On distille tout l'hiver des résineux notamment et des plantes estivales en été. On a un gros pôle sur les confiseries. Il y a 2 grosses confiseries de bonbons qui sont dans les Vosges et on leur fournit à peu près 80 litres d'huile essentielle de sapin pectiné. Du coup, c'est bien celui-là qu'on fait le plus en termes de quantité. Sinon, nous, on est quasiment que en vente directe. Notre chiffre d'affaires, c'est à peu près 80% au magasin. Et puis après, vente par correspondance. Un petit peu de demi-gros et de gros avec des acteurs locaux. Et voilà. Sinon, on est trois associés au sein du GAEC. Et on a trois salariés et puis un saisonnier régulièrement. Super. Voilà. Ok. Merci Jefferson. Tu voulais rajouter quelque chose ou c'était bon pour toi? Oh, ça viendra au fur et à mesure, je pense. Ouais. Très bien. Merci. Eh bien, peut-être pour démarrer directement dans le sujet, comme première question, voilà, en préambule pour poser le cadre un petit peu, je voulais savoir si vous pouviez peut-être développer les étapes de création d'un
d'un atelier de distillation de PAM, le dimensionnement, l'organisation du site, le type de matériel, enfin, ce qui vous semble pertinent à ce niveau-là. Peut-être je m'adresse plus à toi, Romain, peut-être pour démarrer, parce que je sais que Jefferson a repris un atelier. Mais voilà, je vous laisse bien sûr dialoguer et n'hésitez pas à rebondir les uns avec les autres. Donc, peut-être toi, Romain, en premier. Oui, alors, bon, nous, c'est un atelier qui est en pleine évolution, hein, enfin, vous avez compris. Donc, ça fait 5 ans, je disais qu'on a commencé à distiller dans le cadre du groupement Herborescence. En fait, ce qui s'est passé, pour complémenter un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on y a vu rapidement. Alors, la distillation d'huile essentielle, comme je disais, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, alors qu'on sous-traitait pour nous, pour obtenir des huiles essentielles pour nos liqueurs. Mais on l'a rapidement vu comme une activité complémentaire à ce que l'on faisait sur la ferme, parce qu'on s'est retrouvé assez rapidement avec certaines années des plantes qui étaient produites en surplus par rapport à nos besoins, que ce soit sur l'atelier licoristerie ou sur l'atelier plantes sèches. Et des plantes en surplus ou des écarts de tri, je dirais même, qui nous semblaient valorisables. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que donc, comme je disais, nous, on est licoriste et distillateur. Donc, on a des alambics sur la ferme qui sont plutôt faits pour faire des alcools. Et donc, quand on a repris la ferme, il y avait 2 alambics. Il y en a un qui fait 180 litres et un qui fait 250 litres. Mais qui sont pas du tout des alambics qui sont prévus initialement pour faire des huiles essentielles. Donc, un alambic pour faire de l'huile essentielle, en général, on a une production de vapeur indépendante avec une chaudière vapeur. Et cette vapeur, on va l'injecter dans une cuve dans laquelle on met les plantes pour faire une extraction des huiles essentielles avec la vapeur qu'on va recondenser derrière dans un condenseur. Et donc là, nous, sur les alambics qu'on avait sur la ferme, on a simplement un bouilleur, en fait, une grosse marmite, dans laquelle on met, alors soit des macérations de plantes dans de l'alcool, soit des produits fermentés, de la prune, des poires, etc., pour faire des eaux de vie. Et donc, comme il y a le plus gros alambic qu'on avait sur la ferme pour l'alcool, qu'on utilisait très très peu, on s'est mis en tête de le transformer pour en faire un alambic pour distiller nos surplus sur la ferme de plantes, dans le but d'en faire des huiles essentielles. Donc en fait, on a séparé la marmite, on l'a en fait coupée en 2, c'est-à-dire qu'on a fait une grille à l'intérieur qui vient se positionner dans la marmite et qui permet de séparer la marmite en 2 compartiments. Un compartiment dans lequel il y a de l'eau en dessous qui va chauffer et au-dessus, on vient positionner les plantes. Donc, on a fait ça sur le plus gros, sur le 250 litres. Et on a aujourd'hui, en fait, un appareil qui nous permet de distiller voilà, un volume de plantes d'à peu près entre 100 et 130 litres, c'est-à-dire entre 30 et 40 kilos maximum de plantes. Donc, ce n'est pas énorme, hein, ce n'est pas un gros alambic pour faire des huiles essentielles. Je ne sais pas, Jeff nous parlera du sien tout à l'heure, mais je pense qu'eux, ils sont équipés avec quelque chose de beaucoup plus important. Nous, ça nous permet, en fait, cet outil de distiller, voilà, comme je disais tout à l'heure, des surplus, des petits volumes. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution du projet avec le GIE, en fait, il s'est passé que nous, donc on a créé une gamme au sein du GIE d'un ensemble il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de plantes qui sont distillées et qui sont commercialisées en flacons sous forme d'huile essentielle. Et nous, on vient en fait apporter des huiles essentielles un peu atypiques sur l'ensemble du projet. Donc, par exemple, on a des gros surplus d'estragon tous les ans. On a des thym à thymol que certains ne font pas du tout dans le coin. On a des sarriettes, on a de la sauge clarée, enfin voilà, des choses qui n'étaient pas faites chez les personnes avec lesquelles on travaille au sein du GIE et que nous on vient apporter et on distille en toute petite quantité. Voilà. Après, donc voilà, en fait, c'est pour dire que nous, c'est un peu une transformation d'outils. Et c'est aussi quelque chose, je pense, qui peut être imaginé sur certains ateliers, sur certaines fermes. Quand l'objectif, c'est pas faire des gros volumes, hein, nous, du coup, encore une fois, c'est une activité qui est un peu à la marge.
Aujourd'hui, ça doit représenter peut-être 10% de notre activité, l'activité huile essentielle et hydrolat. Avec un outil de l'ordre de, voilà, comme je vous dis, 100-120 litres utiles pour mettre des plantes, on arrive à sortir des volumes qui ne sont pas insignifiants, mais enfin qui permettent de faire des petites quantités en vente directe, quoi. Voilà. Et alors après, à côté, on a quand même certaines plantes, donc toujours le fenouil, on a un thym sauvage à linalol, alpha-terpinéol, là sur le coin, qui est très intéressant, et une plantation de lavande aspic qu'on a mis en place dans le cadre du GIE aussi, que là on fait en plus grosse quantité, parce que c'est des surfaces de l'ordre d'un demi-hectare à peu près chacune. Là, on va les distiller chez quelqu'un qui est au sein du groupement sur des alambics de 1000 litres. Voilà. Super. Voilà, donc c'est pour vous présenter un petit peu comment nous, en fait, on a fait évoluer notre outil de travail existant. Donc, enfin, en termes d'investissement, finalement, pour nous, ça n'a pas demandé grand-chose parce que c'est un outil qu'on avait déjà, c'est des vieux alambics qu'on a transformés pour en faire un alambic de distillation d'huile essentielle. Après, aujourd'hui, on est clairement en train de se poser la question d'investir parce que ça fonctionne plutôt bien, le groupement, et on en distille de plus en plus. L'outil, il est quand même pas hyper adapté. C'est pas du tout un outil prévu pour faire ça au départ. Ça fonctionne très bien, mais enfin, il y a des limites. Et on est dans l'idée d'investir dans un outil pour faire des huiles essentielles. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, voilà, sur la ferme, nous, par rapport à l'activité qu'on fait aujourd'hui, on envisage plutôt un alambic de l'ordre de 500 litres utile. Donc, c'est un investissement de l'ordre de 20-25 000 euros, quoi. Voilà. En inox ou cuivre? En inox, ouais. D'accord. Peut-être je te laisse présenter votre installation, Jeff. Ouais. Nous, alors, c'était vraiment l'idée des fondateurs de la ferme d'avoir tout de suite une production d'huile essentielle conséquente, sachant qu'il n'y avait personne d'autre à ce moment-là dans la région qui en faisait. Ils ont mis plutôt le paquet dans cet atelier, ce qui fait qu'on a une chaudière à vapeur assez incroyable, surdimensionnée à la base, avec au début une cuve de 600 litres, donc tout inox, hein. Et vu que ça commençait à bien marcher, donc ils ont revendu ce 600 litres pour passer à un alambic inox en 1 mètre cube, donc 1000 litres, ce qui fait que la chaudière avec une capacité supérieure à ce qu'elle délivrait par rapport à 600 litres, les 1000 litres, ça collait tout bien, quoi. Donc, on a pu faire cette augmentation et on arrive maintenant à un moment où l'alambic est un peu trop grand et on se tente pour des cultures un peu plus petites d'avoir un petit alambic de 200-300 litres, histoire de faire des petites distillations. Voilà, là on a de mémoire, il y a bien 50 000 à 60 000 euros d'investissement de base, hein, pour la chaudière, les pièces en inox. Donc voilà, un sacré investissement depuis, mais bon, ça a été rentabilisé et amorti là sur les 15 dernières années, ce qui fait que c'est un outil performant et très intéressant. Moi, comme dit, j'ai pas créé et réalisé cet atelier, donc j'ai repris un peu le train en marche. La personne à qui j'ai racheté les parts sociales m'a expliqué comment le bébé fonctionnait. Et puis pour avoir une meilleure lecture, moi je suis allé ensuite à Nyons dans un centre de formation pour avoir une meilleure lecture de l'alambic et comprendre un petit peu les points à améliorer ou les points qui sont bons. Voilà. On distille avec à peu près une vingtaine de plantes. On est à peu près une quinzaine de plantes sur nos cultures et après, on est un peu spécialisé dans les résineux et on en fait à peu près une quinzaine. On passe le sapin pékiné, celui-là qu'on en fait le plus, jusqu'à, on a eu l'occasion d'un séquoia qui est tombé il y a quelques temps, donc on a pu distiller du séquoia, du mélèze, du jaune évrier.
Et en somme, tous les résineux. Là, on a fait un essai de pain noir qui est plutôt concluant. Là, on attend le retour de la chromatographie. Et parce que chaque lot de résineux ou de plantes, on envoie ça en analyse, histoire de voir ce qu'ils ont, pour connaître un peu la carte d'identité de la plante. Sinon, je ne sais pas si j'ai Si, répondu à la question. si, c'est Voilà. très bien. Merci de Okay. présenter un peu ce démarrage d'activité. D'ailleurs, Jefferson, tu parlais des points à améliorer, donc ça fait le pont un peu avec ma deuxième question. Qu'est-ce qui vous semble pour vous le plus important dès le départ à mettre en place pour un atelier de distillation de PAM? Et de manière plus large aussi, quels ont été vos choix stratégiques pour atteindre un modèle viable? Euh, Peut-être Alors, ouais. oui, déjà, je pense qu'ils ont fait un investissement de qualité et un peu surdimensionné, ce qui fait que ça a pu permettre justement de passer à un alambic supérieur en volume sans que la chaudière soit changer la chaudière ou soit avoir une chaudière qui peine à fournir la vapeur. Il y a ça. Et puis, comme ils avaient tout de suite axé sur une vente directe d'huile essentielle, ben, c'était en accord et pas simplement en essayant de revaloriser soit un surplus de récolte ou comment dire, oui, de valoriser un surplus de récolte ou des déchets. Parce que effectivement, quand on a des plantes qui sont dans comment dire, en surplus sec, ben, c'est du travail, ça a été valorisé. Et si maintenant on passe une certaine date parce que il y en a trop ou que ça s'est mal vendu, et ben, ça permet justement de passer, imaginons de la menthe poivrée qui me reste sur les bras sèches, et ben, ça peut intégrer une distillation de menthe poivrée en frais, histoire de valoriser au moins cette plante-là. Et, et puis les points améliorés, je dirais l'eau de refroidissement, comment bien mettre ça en place, les évacuations, le surplus d'hydrolat, les externalités à la distillation, le coût énergétique aussi, à savoir où est-ce que on se situe géographiquement. Est-ce qu'on peut avoir, nous, on a eu possibilité d'avoir du gaz de ville, donc on est directement raccordé au pipeline, hein, si je peux dire ça comme ça. On n'a pas de bonbonne. Mais si on avait été éloigné de quelques kilomètres, on aurait peut-être choisi plus l'électricité avec différentes contraintes qu'offre l'électricité et sinon du bois avec aussi les avantages et les contraintes qu'offre le bois. Voilà, donc je pense que ça se réfléchit vraiment sur un ensemble. Si on veut installer un atelier alambic, il faut vraiment savoir ce que l'on veut distiller dans les quantités que on souhaite, le lieu aussi, l'accessibilité à l'énergie, les moyens de vente et de commercialisation. Tout ça, c'est des points qui sont importants. Ça sert à rien d'avoir un alambic surdimensionné et de vouloir avoir des quantités folles d'huile essentielle et d'hydrolat, mais par contre, avoir un circuit de commercialisation qui est monospécifique, voilà, tout ça s'imbrique et c'est ça qui fait un peu le projet, quoi, à mon sens. Très bien, merci Jefferson. Et toi, Romain, peut-être de ton côté, est-ce que tu veux nous partager ce qui t'a semblé important dès le départ je pense que Jeff a pas mal évoqué là tous les points techniques sur lesquels il faut faire attention effectivement quand on dimensionne un projet. Moi, j'insisterai, je pense, sur ce que Jeff a commencé à aborder un peu à la fin, c'est la partie commercialisation. En fait, quand on veut démarrer un projet en distillation de PAM, je pense qu'il est très très important d'avoir en tête qu'il faut savoir comment on va commercialiser nos huiles. Il ne faut pas s'imaginer que les huiles essentielles, c'est quelque chose qui est à la mode, qui marche bien et que tout le monde en veut. Le marché, il est pas si évident que ça. J'en parle en connaissance de cause parce que justement, voilà, on a monté, je vous dis, il y a 5 ans, nous, un projet de zéro, en fait, avec le GIE Herborescence. Et donc, il a fallu faire sa place et on est toujours en train d'essayer de faire notre place sur la commercialisation d'huile en vente directe.
Et on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de choses en place, beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de marques. Et donc, c'est pas si évident que ça. Donc, moi, si j'avais bien un point sur lequel j'insisterais, c'est ça, en fait. C'est la distillation d'huile essentielle, c'est quand même des projets qui nécessitent des investissements qui sont assez lourds. Donc, il faut, pour moi, étudier vraiment assez en profondeur le projet sur le plan commercialisation du départ, quoi. Alors, c'est pas toujours évident parce que quand on a encore rien à vendre, et ben, c'est pas facile d'aller voir les gens pour leur dire ben, je veux monter un projet, vendre des huiles essentielles, euh, je vais avoir ça, mais alors je vais avoir ça dans. C'est des processus quand même assez longs, il faut mettre en place les cultures. Voilà, nous, on a eu la chance, en fait, dans le cadre de notre projet, d'être en fait tous des producteurs déjà en place. Donc rapidement, on a pu avoir une production, mais on a bien vu qu'on ne pouvait pas rentrer partout parce qu'il y a déjà beaucoup de producteurs. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Alors pour moi, je vois trois choses. C'est où je vois trois grandes filières aujourd'hui en distillation d'huile essentielle. C'est où on a une toute petite ferme. On fait vraiment des choses à toute petite échelle, en commercialisation, en vente directe, type boutique sur la ferme ou marché. Marché. Et donc là, il faut, donc en toute petite quantité, avec des alambics, voilà, je pense qu'avec des volumes comme nous, on a aujourd'hui, on peut. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais enfin, nous, on est cinq aujourd'hui sur la ferme. On est deux associés, trois salariés, plus en général une personne de plus l'été. Euh, donc la distillation, c'est un peu à la marge dans notre activité, comme j'expliquais, mais je pense qu'avec un alambic de 200 litres, on peut monter une petite activité pour une personne sans problème en vente directe. Mais il faut quand même s'assurer qu'autour de nous, il n'y a pas des producteurs partout et qu'il y aura bien la place de commercialiser ce type de produit-là. Après, il peut y avoir une dimension un peu plus importante où on crée une marque, on met un peu plus d'attention sur le marketing des produits, on fait des belles étiquettes, on va voir des boutiques. Donc là, ça peut être des boutiques de producteurs, des boutiques bio, etc. Avec peut-être une activité un peu semi-gros, comme disait tout à l'heure Jeff. Je pense que vous faites du vrac et du gros, peut-être pour des transformateurs, en fait, si j'ai bien compris. Oui, pour des labos aussi. Pour des labos, voilà. Donc là, on commence à mettre les pieds C'est un vrai peu que là-dedans. pardon, vas-y. Non, mais ouais, vas-y, si tu veux dire quelque chose là-dessus, nous, enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Donc, il y a ce modèle-là. Et après, il y a ceux qui font de la monoculture et qui font des très gros volumes pour des labos, mais alors qu'ils vont commercialiser une ou deux huiles essentielles, quoi. Donc, il y a un peu ces trois modèles. Mais je pense que dans chacun des modèles, aujourd'hui, il faut quand même faire hyper attention à ça. Parce que de ce que j'ai pu voir, moi, sur les 5 ans où on a travaillé beaucoup avec le groupe sur le projet, le marché des huiles essentielles est quand même assez saturé aujourd'hui et c'est pas forcément évident de partir de zéro, quoi. Voilà. C'est vrai, je te rejoins aussi là-dessus. Je dirais depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a eu un engouement de plus en plus important sur le retour naturel des plantes, donc le bien-être en général. Donc c'est vrai que je pense que le marché au niveau huile essentielle est aussi, il faut trouver son truc, quoi. On Mm. parle aussi donc, il y a ces huiles essentielles. Il faut vraiment avoir plusieurs cordes à son arc de commercialisation, aussi bien un magasin de producteurs ou un marché, mais aussi de la vente en demi ou en gros. Ça peut permettre aussi de d'égayer un peu plus une rémunération. On parle d'huile essentielle, mais l'hydrolat est un produit, le coproduit de la distillation qui est de plus en plus connu et peut être aussi valorisable. C'est un produit avec une bonne valorisation, qui a encore plusieurs façons de faire sur les hydrolats. Nous, on est à filtration 0 demi-con pour être vraiment stabilisé. Je sais que ça peut faire dresser un peu les oreilles pour certains qui sont une école plus on laisse le produit le plus brut possible pour une stabilisation.
n'arriverai pas encore à trancher qu'est-ce qui sera le mieux. Mais voilà, ça peut être aussi des hydrolats qui peuvent être, comment dire, être valorisés sur une distillation. Très bien, merci. Bah, du coup, vous avez fait le pont sur ma troisième question, un petit peu avec l'aspect commercialisation, sur comment vous avez construit votre modèle économique, vos investissements de départ. J'imagine peut-être que vous avez fait une étude de marché aussi, Romain. Tu commençais un peu à parler des différents Oui, oui, circuits. ouais, nous, on a, enfin, au sein du collecteur, encore une fois, voilà, nous, l'avantage qu'on est, c'est qu'on est un groupement de producteurs dans ce cadre-là. Donc, il y a notamment une ou deux personnes dans le groupement qui ont une certaine affinité avec ça et qui ont essayé de faire, avant qu'on se lance vraiment dans le projet, qui ont essayé de faire une petite étude de marché au sein des herboristes, des boutiques de producteurs, des biocoop, etc., pour voir s'il y avait la possibilité d'introduire une nouvelle marque de produits. Moi, je dirais, pour compléter un peu peut-être ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression aujourd'hui que, enfin voilà, encore une fois, le marché, il est pas si évident que ça. Et je pense qu'il faut arriver à se démarquer. Alors, Jeff parlait des hydrolats. C'est vrai que, alors nous, en plus, on a notre casquette transformateur et c'est vrai que les hydrolats nous intéressent beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, pour les gens qui envisagent des petits projets avec de la transformation ou de la commercialisation vraiment en direct avec un petit labo sur la ferme, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec les hydrolats. Alors, je rejoins complètement Jeff sur la filtration. Nous, c'est pareil, on filtre à 0,2 micron et je pense que, enfin, si on veut des produits de qualité stables dans le temps, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut voir. Il y a l'outil de distillation, mais alors, on n'a pas parlé aussi il y a l'outil de production des plantes qu'il faut quand même maîtriser avant d'arriver à transformer des huiles. Et puis, il y a la partie aval, c'est-à-dire comment on enflaconne, comment on filtre, comment on met des produits. Enfin, c'est bien beau de produire des super huiles essentielles, mais si on veut des produits de qualité jusqu'au bout, eh ben, il y a certains aspects à voir, et la filtration en est une, je pense, qui est assez importante. Mais je parlais des hydrolats parce que je pense qu'il y a des choses à faire aujourd'hui pour se démarquer un petit peu de simplement des flacons d'huile essentielle et des flacons d'hydrolat. Pour vous donner un peu des pistes, voilà, nous aujourd'hui avec le groupement, on est en train de travailler sur des synergies d'huile essentielle pour orienter. En fait, vendre des huiles essentielles, c'est pas forcément évident non plus. Moi, je recommanderais d'avoir un minimum de bagages de formation en aromathérapie ou enfin voilà, sur les plantes, parce que vendre des huiles essentielles, c'est pas rien. C'est des produits avec des principes actifs très forts. Enfin, on vend pas ça comme on vend des fruits ou des légumes. Donc voilà. Et je pense qu'il y a des choses à faire, voilà, sur les synergies d'huile essentielle, sur des valorisations d'hydrolat dans des boissons notamment, ou de la transformation d'huile essentielle dans la confiserie. Voilà, pour ceux qui envisagent un petit peu des projets à petite échelle avec de la transformation, il y a des choses à faire pour mettre en valeur ces huiles essentielles ou ces hydrolats. Et du coup, peut-être sortir un petit peu du lot et se démarquer par rapport à toute la foultitude des gens qui font des huiles essentielles et qui les mettent en flacon de manière assez simple, quoi. Voilà. Super, merci. Et oui, effectivement, vous évoquez l'aspect formation qui est très important sur les différents aspects. Tu parlais aussi de la communication graphique, la charte graphique, par exemple. Donc, j'en profite pour dire que chez Ferme d'Avenir, voilà, au niveau des formations courtes, on a par exemple une formation qui s'appelle Créer sa communication graphique impactante et qui permet vraiment, à travers différents modules, de voir tous ces aspects-là. On a aussi une formation qui s'appelle Créer un atelier de distillation de PAM. Donc, on est en train justement de mettre bientôt sur le site internet quand aura lieu la prochaine session. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Faire d'Avenir, sur cette page formation, et vous aurez voilà, toutes les informations pour vous aider à construire votre projet et à vous sentir le mieux formé à ce niveau-là.
Peut-être justement, on a commencé un peu à l'évoquer, mais on parlait effectivement des choix stratégiques. En dernière question, avec le recul que vous avez aujourd'hui avec votre expérience, quelles sont les erreurs à éviter que vous voudriez partager peut-être, voilà, qui est important pour des porteurs de projets, ou les facteurs clés de succès, voilà, quand on se lance dans un projet de création, quelque chose, un retour d'expérience à ce niveau-là, auquel vous pensez? Ben, pour moi, je dirais, il y a rien qui est gagné. Il faut toujours être être, comment dire, toujours se renouveler, toujours chercher à s'améliorer, à connaître. Parfois, c'est ce qui manque aussi dans nos activités où on est très pris et on voit pas trop ce qui se passe ailleurs. Et ça peut être quelque chose d'être vite enfermé dans sa manière de faire ou la formation, voir les autres, les visites. C'est quelque chose. On apprend beaucoup en allant visiter un atelier d'alambic. C'est un métier qui est moi, je me suis déjà, je sais pas comment ça a pu, ça, comment dire, l'accueil qu'on a pu avoir d'une personne qui s'intéresse sur les techniques, les pratiques d'une distillation de chez quelqu'un. Je trouve que c'est un métier quand même assez opaque, assez fermé. Les gens ne donnent pas facilement l'information. Je ne dis pas tous, mais je me suis confronté déjà à, ah oui, vous êtes aussi distillateur. Ah bon, voilà, ça peut être un frein, mais il y en a plein d'autres qui sont qui sont accueillants et puis sont pas avares de conseils et d'échanges. Donc ça, je trouve que c'est un point l'échange est important. Voilà, je dirais. C'est un facteur important. Ouais, moi, je rejoins un peu ce qu'a dit Jeff sur la formation ou la visite. Enfin, nous, c'est ce on a pu bénéficier de ça justement avec le groupement qu'on a monté. Ça nous a permis de se payer des formations sur la distillation, des formations techniques. Il y a le CRIEPAM notamment qui en dispense, qui sont très bien. Il y en a d'autres. Euh, on a visité beaucoup d'installations, beaucoup de producteurs qui faisaient de la distillation. Et c'est vrai que d'aller voir des gens, alors pour peu qu'ils partagent les informations, c'est vrai que je rejoins un peu Jeff là-dessus aussi. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des informations. Il y en a certains qui sont assez fermés sur le sujet. La filière PAM, elle est assez. Enfin, il y a pas une biblio Ouais, énorme sur le sujet et d'un point de vue technique sur la destillation, c'est particulièrement le cas. c'est très Euh, empirique. ouais, c'est très très empirique, c'est vrai. Il y a pas il y a pas vraiment de référence technique. Donc, faut aller voir des gens, faut rencontrer un maximum de personnes qui font ça, se former. Voilà. Euh, Sur les erreurs à éviter, moi j'avais noté, j'ai commencé à évoquer un peu le sujet tout à l'heure, mais il y a quand même le fait que bah, si on veut avoir un atelier distillation performant et produire des huiles de qualité, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi produire des plantes de qualité et pas s'épuiser à la tâche. Euh, Nous, on a repris la ferme il y a 10 ans. On a mis, je dirais bien, 5, 6, voire 7 saisons. Je considère qu'on n'est qu'actuellement, on commence à avoir une technique de production qui commence à être pas mal. Mais c'est pas si évident que ça de produire, enfin, pour des gens qui partent de zéro, produire des plantes, savoir produire des plantes aromatiques correctement sans s'épuiser, en ayant les bons outils, en sachant sélectionner les plants, ça c'est important aussi. C'est vrai on n'a pas parlé de ça, mais quand on fait des huiles essentielles, ce qui est important, c'est quand même le chémotype de l'huile essentielle, donc les molécules produites par les plantes. Donc il faut s'assurer d'avoir des souches qui sont bonnes par rapport à ce que nous, on veut obtenir derrière. Donc voilà, il y a tout cet aspect amont en fait qui est quand même assez important et qu'il faut savoir maîtriser aussi pour avoir des plantes de qualité à mettre dans les alambics, quoi. Et des Ouais. plantes qui ne sont pas pleines de mauvaises herbes, de sénessons, qui peuvent poser des problèmes. Voilà, il faut arriver à maîtriser son outil dans sa globalité, quoi. Tout à fait. Et là, je te rejoins que des plantes de qualité, c'est du coup une pratique culturelle propre
est importante pour avoir des huiles essentielles de qualité. Se rapprocher de, nous, on prend souvent des graines ou des plants au CNP maïs qu'on multiplie et du coup, on connaît vraiment le chémotype. On s'est fait déjà avoir par rapport à ça et ça peut être aussi un point négatif de pouvoir prendre une menthe et se dire, ah super, elle sent bon. Allez, je la multiplie et puis je vais en faire des lignes et on va la distiller et puis allez, on va faire une chromato comme ça. On s'aperçoit qu'on est complètement à côté de ce qu'une menthe poivrée devrait donner. Et nous, on a eu cette mauvaise expérience. On avait plus de menthone que de menthol sur la menthe poivrée. Et donc là, on est passé sur une menthe de la chimie de la forêt qui est faite pour la distillation et qui, voilà, il y a sans surprise, ça donne du menthol. Donc c'est super. Idem pour l'achillée. On n'avait pas d'azulène ni de camazulène dans l'huile essentielle d'achillée. Et on a pris une semence Amélie de la forêt. Et là, on a vraiment une huile essentielle bleutée qui correspond à ce que c'est une huile essentielle d'achillée. Puis très important, le choix des variétés. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience et je vous rejoins complètement justement sur la partie de s'ouvrir, d'être curieux, de pouvoir faire des visites de ferme. Moi, j'ai eu la chance de faire la formation PAM de Ferme d'Avenir la semaine dernière et c'est vrai que c'était très enrichissant de pouvoir avoir un séchoir en direct, de pouvoir voir les techniques, le design, et d'entendre directement les formateurs impliqués pour pouvoir nous raconter comment ça se passe directement et pouvoir nous montrer. Donc oui, c'est vraiment un point important. Merci en tout cas de l'avoir partagé. Est-ce qu'il y a une dernière chose peut-être parce que je vois qu'il est déjà 13h15 avant de passer aux questions-réponses. Romain Jefferson, quelque chose que vous voudriez partager, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas assez creusé à un endroit où vous voudriez rajouter en lien avec toutes ces questions? Non, comme ça, rien ne vient à l'idée, mais Mhm. Romain, si. Non, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Alors bon, on les a survolés, hein, mais Évidemment, oui. euh, non, j'avais noté maîtriser sa production de plantes. C'est vrai, on a survolé à peine tout à l'heure aussi. Enfin, pour les gens qui veulent faire de la vente directe, effectivement, tu revenais dessus tout à l'heure, Romain, la charte graphique, enfin, de faire des belles étiquettes. Alors nous, moi, je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'on fait voilà, notre activité principale, nous, c'est de la licoristerie, distillerie. Et Mhm. pour moi, sur tous les produits, je considère même les huiles essentielles, on est sur des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité. Et il faut malgré tout donner envie aux gens de les acheter, ces produits. Et ça peut passer par une belle étiquette. Alors évidemment, c'est pas du tout la priorité, mais on se rend compte que pour déclencher un achat pour des gens qui connaissent pas les produits, ça peut être important. Et nous, on se rend compte qu'on passe quand même pas mal de temps là-dessus aujourd'hui, quoi. Mhm. Oui, et puis ça touche à la créativité. Et puis on parlait d'imaginaire, ou quand on parle de la bataille des imaginaires en France, je trouve ça très important aussi. Enfin, je disais en préambule que ce soit des modèles viables mais désirables, que les Oui, gens aient tout à fait. envie aussi Ouais, de se faire ricochet ouais. et écho. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire un changement de paradigme Mhm. tous ensemble. Donc je vous rejoins complètement. Je l'ai vu avec un sachet d'une des formatrices avec une charte graphique qui était magnifique. Et tout de suite, quand je l'ai vu, ça m'a... Voilà, ça... Alors, direct. Nous, on a tous des pratiques qui font que on sort plus cher que des produits basiques de supermarché ou de parapharmacie, etc. Donc, il, il- il faut donner envie, quoi. Voilà. Donc, ça passe par une belle charte graphique. C'est oui. ça. Alors moi, je suis entièrement d'accord, sauf qu'on on fait la chose inverse, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu notre charte graphique, ce qui fait que on est un peu très vintage par rapport à ça, mais ça, on identifie bien la ferme par rapport à des étiquettes un peu anciennes. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ce partage. On plonge dans les questions, ça vous convient? Comme ça, on a Ouais. encore une quinzaine de minutes. Je vais ouvrir la conversation pour voir. Alors, il y avait une première question de Élise. Y a-t-il des autorisations spéciales pour produire, vendre des huiles essentielles? La chromatographie définit-elle la qualité de l'huile essentielle? Peut-elle empêcher la vente d'un lot? Alors oui, c'est vrai que si on a une huile essentielle qui n'est pas contenable, qui a des gros problèmes, oui,
ça serait difficile de la mettre en vente. Même alors pour nous, on fait des résineux et on fait qui intègre des cosmétiques et on a besoin de l'indice de peroxyde qui, qui est, comment dire, s'il n'est pas bon, on ne peut pas le mettre dans une cosmétique, par exemple. Voilà, donc ça, c'est plutôt important. Mais sinon, notre alambic à nous, il n'a pas été déclaré, enfin, on l'a essayé de le déclarer aux douanes, mais vu qu'il n'avait aucune prétention à distiller de l'alcool, parce que c'est avec une chaudière vapeur et donc pas de bain-marie ou des choses comme ça, on ne ferait jamais d'alcool avec, donc, impossible de le faire. Donc, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des autorisations spéciales, Jeff? Non, mais on a été de mémoire quand reprenant l'atelier, bon, on n'en parle pas. On me dit, ça c'est les fondateurs qui ont fait ça à l'installation. Ils ont fait part aux douanes pour dire, voilà, on va être distillateur, on a un alambic et normalement on doit avoir le poissonnage pour dire qu'il est marqué, il y a un numéro. Sauf que là, ils ont bien vu la chose, que ça ne fera jamais et c'est pas possible de faire de l'alcool avec. Donc, direction huile essentielle. Et là, pas besoin de déclaration pour cet alambic-là. Alors, je sais pas, Romain, toi qui était comme un alambic alcool et que tu as transformé en huile essentielle, il a dû être déclaré et donc pour remodeler, je sais pas. Nous, en fait, nos alambics, c'est des alambics pour faire de l'alcool. Donc, effectivement, ils sont déclarés auprès des douanes. Nous, on a un numéro qu'on appelle un numéro d'assise auprès des douanes. On est distillateur professionnel. Donc, on déclare toutes nos entrées d'alcool et nos productions d'alcool sorties d'alambic. Après, effectivement, à partir du moment où on a commencé à faire des huiles essentielles dedans, on n'a pas eu de contraintes spécifiques. Et alors, de ce que j'ai entendu dire, effectivement, pour la création d'un atelier, d'un alambic huile essentielle, il faut effectivement le déclarer aux douanes, mais à partir du moment où ils ont constaté qu'on ne peut effectivement pas faire d'alcool dedans, il n'y a pas de, il y a pas de contrainte, quoi. C'est pas du tout comme nous sur la partie alcool, quoi. Mm-hmm. Et après, je rejoins ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur les chromatos. Alors, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation de faire des chromatographies pour vendre des huiles essentielles. On peut très bien produire des huiles, les enflaconner et les vendre comme ça. Après, nous, on a fait le choix avec le groupe sur tous les lots de faire des chromatographies pour être certain de ce qu'on vend. Et on a d'autant plus la plupart des clients pros qui les demandent. Mm-hmm. Ok, très bien. Oui, Jefferson? Non, pour les chromatos, nous, on fait pas mal de sauvages, comme j'ai pu l'évoquer. Et donc, d'une année sur l'autre et des variabilités génétiques qu'on pourrait avoir sur des résineux, on fait quand même une analyse, puisque c'est du sauvage, c'est pas une culture, c'est pas en culture, si on prend une menthe poivrée qui est typée ou quoi que ce soit qui est typé, on sait, on a une grande chance et peu d'évolution génétique pour qu'une chromato soit différente en culture. Par contre, quand on fait du sauvage, c'est toujours un petit peu différent. Voilà, je mettrais juste juste ça en parallèle. Super, merci. Il y avait une question de Fabrice, alambic cuivre ou inox. Qu'est-ce que vous conseillez? Deux écoles. J'ai envie de distiller sur du cuivre pour me faire ma propre idée. Voilà. Il y a aussi un choix technique d'avoir pris de l'inox, puisqu'on distille beaucoup de résineux. Il y a des terpènes, c'est une molécule qui attaque un peu le métal et notamment le cuivre. Donc, ça n'aurait pas été pérenne d'avoir un alambic en cuivre. En plus, compliqué sur ces dimensions-là, c'est rare d'avoir un alambic cuivre en 1 mètre cube. En plus du nettoyage, mais par contre, la qualité de l'huile essentielle, à ce qui paraît, est meilleure et l'hydrolat peut être consommé tout de suite, alors que l'inox, comme il n'y a pas d'échange, d'oxydation comme ce que pourrait avoir le cuivre, nous, on a une maturation de quelques semaines en bidon et l'odeur et le goût se révèlent par oxydation, par stockage, en fait. Et entre la sortie de l'alambic et quelques semaines plus tard, on a vraiment une nette amélioration positive sur
côté organoleptique de nos eaux florales. Alors que le cuivre, vu que je peux pas, je peux que prétendre, enfin, de ce qu'on peut me raconter, on peut avoir une eau florale euh, qui est tout de suite faite d'une certaine manière. Et voilà, justement, il me manque beaucoup d'expérience de l'expérience pour vraiment valider mes dires. Merci. Et toi, Romain, peut-être Moi, oui, effectivement, il y a deux écoles. Alors après, moi, j'ai jamais cherché à approfondir plus que ça le sujet. Alors, de fait, nous, on distille sur du cuivre parce qu'on a transformé un alambic qui était fait pour faire de l'alcool. Alors, pour le coup, pour faire de l'alcool, c'est quand même, enfin, d'expérience, moi, je sais qu'il vaut mieux du cuivre. Pour les huiles essentielles, j'en suis absolument pas convaincu. Et là, enfin, je vous disais, nous, on est un peu en train d'étudier un projet d'investissement sur un alambic pour faire des huiles essentielles, et je partirais plutôt sur de l'inox parce que de l'expérience que j'ai aujourd'hui sur l'alambic en cuivre, c'est très très compliqué à nettoyer en fait. On a certaines huiles qui sont très très agressives et qui vont emporter plein de cuivre. Je pense notamment, on a eu fait de l'origan à carvacrol, de la sarriette, voilà, qui sont hyper agressifs et qui abîment vraiment le cuivre. Donc, moi, à construire une installation neuve ou peu importe, investir dans une nouvelle installation, je partirais sur de l'inox sur la partie huile essentielle. Ok, très bien. Merci Romain, merci Jefferson. Merci Fouzia aussi pour partager votre beau projet au Maroc de jardin pédagogique. Toujours inspirant d'entendre ces projets-là. Il y avait une dernière question de Catherine. Les labos recherchent-ils des productions françaises? Est-ce qu'ils valorisent l'origine? Peut-être. En tout cas, nous, on travaille avec différents labos, soit pour des plantes ou pour de l'eau florale. Et pour l'eau florale, ils sont contents de travailler avec nous parce qu'il y a une relation directe. Je pense qu'il y a aussi un côté, ça valorise un petit peu, mais surtout, ça les arrange bien de mettre de l'eau florale dans leurs produits cosmétiques puisqu'ils peuvent valider leurs produits cosmétiques en bio. Voilà. C'est surtout ça l'intérêt de l'eau florale dans la cosmétique. Et Romain, oui. Bon, des petites expériences que j'ai sur le sujet, je dirais que j'ai l'impression que de plus en plus, les labos ou des gros acheteurs, parce que dans le cadre du GE, on commercialise aussi un petit peu de la vente de la plante sèche en vrac, en demi-gros ou en gros. J'ai l'impression qu'il y a un petit regain d'intérêt pour la production française auprès des gros acheteurs ou des gros labos. Après, je dirais que c'est peut-être juste pour s'acheter aussi une image et dire qu'ils achètent un peu du français, mais enfin, ils doivent continuer pas mal à acheter à l'étranger du pas trop cher, quoi. Malgré tout, on a l'impression que j'ai rencontré là 2 ou 3 personnes récemment là, des gros acheteurs. On a l'impression qu'ils ont envie quand même de plus en plus d'acheter du français. Alors, est-ce que c'est juste pour dire qu'ils achètent français? Je ne sais pas, mais ça a l'air de bouger un petit peu sur le sujet. Voilà. Et je ne connais pas suffisamment le marché pour vous dire des choses très précises sur le sujet. Je te rejoins là-dessus, mais en plus, c'est pas des labos qui, enfin, je veux dire, des grosses productions. Voilà, nous, petits producteurs, on ne peut pas assurer non plus des milliers de litres d'une plante, donc c'est aussi très restreint. Et tout à fait, ouais, je valide. Super, merci. Merci Fouzia. Est-ce que... alors, je vois peut-être Catherine qui... parfait, merci. Et je vois qu'il nous reste encore 2 petites minutes, mais sinon, on arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce que Romain et Jefferson, vous voulez dire un petit mot de la fin, quelque chose que vous voudriez partager encore pour terminer, mais sinon, on va clôturer ce webinaire.
c'est agréable de discuter toujours de la distillation. Et encore une fois, désolé, même avec mes 2 caméras, ça n'a pas fonctionné. Je vous aurais bien présenté le petit bébé, enfin l'alambic, histoire de vous montrer enfin, voilà, de vous montrer sur quoi je distille. Mais bon, c'est comme ça. C'était parfait. Merci Jefferson. Eh ben on va arrêter ici le webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Merci aux participantes, aux participants. Merci encore aux intervenants. Donc, Merci à vous. merci Jefferson, merci Romain d'avoir été là et puis d'avoir pu partager et d'ouvrir des imaginaires, de poursuivre des pistes de réflexion pour les personnes qui étaient là et puis de voir voilà, que ça fait écho chez tout le monde et que ça permet de nous nourrir collectivement, ce qui est tellement essentiel aujourd'hui, de faire collectif et de fédérer autour de ces belles pratiques. Donc, merci encore à toutes et à tous et je vous souhaite une très très belle après-midi et plein de belles ondes pour tous vos projets à chacun, chacune. Merci bien, à vous aussi. Bon courage à tous Au revoir. pour vos projets. Bon courage.